va nous parler le professeur Christian Bier. Christian, qui est notre grand ami et qui travaille avec nous depuis longtemps, est professeur d'histoire et esthétique du théâtre à l'Université de Paris 10 Nanterre. Il est membre de l'Institut universitaire de France et régulièrement visiting professor à la New York University. Il est spécialiste du théâtre du grand siècle. Ses livres sur la tragédie de Corneille et de Racine sont très importants. Ses travaux se sont orientés sur les questions juridiques et sur leur réfraction dans le théâtre du grand siècle. Il s'est occupé aussi des problèmes théoriques et politiques du théâtre, surtout dans le volume « Qu'est-ce que le théâtre ?» 2006, un très beau livre, et dans la revue « Théâtre public ». Il nous parlera aujourd'hui des évolutions de la tragédie française au XVIIe et XVIIIe siècle, de la cruauté scénique à la force du poème dramatique. Merci et à toi, Christian. Grazie mille. Merci et je suis désolé de ne pas parler italien. Je le comprends, je l'entends, je n'ose pas. Peut-être qu'un jour, j'arriverai enfin à faire une conférence en Italie et en italien depuis le temps que je viens, mais il faut que je passe à l'acte. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'inviter dans ce colloque superbe. Je viens d'entendre des communications qui me passionnent, d'autant que vous allez voir qu'un certain nombre de choses, ce qui a été dit sur la question de l'altérité, ce qui a été dit sur la question de la liberté et du destin, mais surtout ce qui a été dit sur la question de la violence et sur l'idée que la représentation de la passion a cristallisé la violence constitutive de l'humanité, d'une certaine manière a consacré, si je puis dire, l'inhumanité humaine. Tout ça est absolument passionnant. L'idée aussi que la loi et la transgression, l'ironie, le déplacement, la distance critique ont quelque chose à voir avec ce qui nous intéresse, nous, en Europe. Et enfin que la paix, comme tu le disais à l'instant, comme Cyril le disait aussi, par la concertation, par la parole, mais aussi par le divertissement et par la critique, peuvent être mises en place véritablement par le théâtre. Alors je voudrais d'abord dire quelques mots sur ce beau projet qui nous réunit ici et sur le moment qui est le nôtre. Je peux difficilement faire autrement puisque je viens de France et que nous venons d'échapper au pire. Ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, je voudrais aussi dire que nous recommençons par la culture, comme c'était écrit tout hier sur le PowerPoint. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais être obligé, dès le début, de dire que nous travaillons sur des fictions, et je vais donc briser un mythe, c'est-à-dire que Jean Monnet n'a jamais prononcé cette phrase. Mais elle est quand même extrêmement importante. Alors mon travail d'universitaire, c'est en effet d'aller vérifier les choses auxquelles nous croyons et de préférence d'essayer de les détruire, tout en les recréant et en les admettant. Alors voilà ce qui s'est passé. Si c'était à refaire, je commencerai par la culture, aurait dit Jean Monnet, celui qu'il convient d'appeler le père de l'Europe. Et alors c'est tout à fait passionnant de voir que beaucoup de responsables culturels, d'écrivains, moi-même je l'ai écrit avant de vérifier, disent que cette citation est bien de Jean Monnet, qu'il est bien le créateur de l'Europe économique et politique, c'est peut-être là qu'on aurait dû se méfier, pour justifier le fait que l'Europe ne doit pas se limiter aux seuls aspects industriels et commerciaux. Sauf que quelqu'un qui a travaillé avec Jean Monnet, qui s'appelle Jean-René Rabier, qui est un ancien collaborateur de Monnet, a affirmé qu'il y a une légende selon laquelle Jean Monnet, auprès de qui, dit-il, j'ai eu l'honneur de travailler de 1946 à 1955, aurait dit, si c'était à refaire, je commencerai par la culture.
Il n'y a aucune trace écrite, ni aucun témoignage qui permette de lui attribuer une telle pensée. Et alors c'est ça qui est amusant, ce n'était pas du tout dans ses conceptions telles qu'il les a exposées dans ses mémoires. Le projet était d'abord politique, même s'il commençait par une action dans les domaines socio-économiques à forte signification symbolique, le charbon et l'acier. Bref, ce qui tenait à cœur Jean Monnet, c'était le charbon, l'acier et une sorte de communauté économique, voire peut-être politique, pour unifier les pays européens et plus particulièrement, on l'a dit hier et c'était passionnant, l'Allemagne et la France qui devaient rester en paix. Alors ça, c'est un témoignage du Monde, enfin c'est dans le Monde, le 12 mai, ça tombe bien, c'est 2001. En réalité, la phrase vient d'une rectrice de l'Académie de Paris, une dame qui s'appelle Madame Hélène Arweiler, qui, lorsqu'elle réunissait les états généraux des étudiants européens, a prononcé ces mots, elle a dit: l'Europe, si c'était à refaire, je commencerai par la culture, aurait dit Jean Monnet s'il était parmi nous. Et alors du coup, tout le monde s'est emparé de cette phrase-là, comme si Jean Monnet l'avait véritablement dit. Et Madame Arweiler a été obligée de dire, toujours dans Le Monde, en 2003, que non, désolé, c'était d'elle. Et donc, finalement, nous attribuons à Jean Monnet les paroles d'un recteur d'académie, enfin d'une rectrice d'académie, ce qui est typiquement français. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et ça n'empêche pas plus tard, en 2003, Roger Planchon, qui n'est quand même pas n'importe qui, alors que théoriquement il est censé savoir tout ça, dire au président de la commission de la Convention européenne, élu fonctionnaire, il ne se passe pas une semaine où vous citiez la phrase de Jean Monnet: si l'Europe était à refaire, je commencerai par l'Europe artistique. L'idée est juste, qu'attendez-vous? Les artistes, si vous les sollicitez, seront de solides avocats de l'idée européenne. Signé Roger Planchon, un des grands du théâtre français. Donc tout le monde s'est attribué cette phrase, et puisque nous le savons aujourd'hui, tout est à refaire en matière d'Europe, je vous propose de commencer ici, maintenant, ensemble, par la culture, comme ne le disait pas Jean Monnet, mais au moins on est d'accord, à savoir qu'il faut savoir fonder nos valeurs sur des fictions. Et la première fiction, c'est l'identité européenne, et je vais donc en parler. Comme on le voit, l'idée, c'est de construire au fond quelque chose qui est une série de valeurs par des fictions comme le droit. Le droit est fondé sur des fictions juridiques et sur des mythes, et la citation de Monnet est une très belle fiction. Gardons-la, continuons notre travail en déconstruisant d'autres mythes, d'autres fictions, à commencer, je vais le faire, par celle du classicisme français. Un mot encore, nous venons en France, et je le disais tout à l'heure, d'échapper au pire et de voir devant nous la ruine possible, voulue, programmée, de ce qui nous fait véritablement européens, au nom justement d'une identité, cette fois non plus, même pas nationale, puisque c'est une idée nationaliste, étroite, dangereuse, ignorante. Et nous venons tout juste d'éviter de sombrer dans l'identitaire national, et grâce au vote des Français, nous pouvons encore nous tourner aujourd'hui, tant bien que mal, vers ce qui nous rend européens, ce qui m'amène à être ici. Il faut donc à la fois reprendre l'idée d'une identité européenne et simultanément s'en méfier. Car ce qui est important, ce n'est pas de découper le territoire, ce n'est pas de rejeter les autres cultures au nom de leur étrangeté, voire de leur barbarie. Ce n'est pas non plus de poursuivre l'idée d'un mythe, d'un fantasme qui sanctifierait des racines qui n'existent que pour dresser les hommes les uns contre les autres, mais ce qui permet de penser qu'il existe bien un espace symbolique commun que nous pouvons partager à l'intérieur d'un système de contradiction tel qu'elle s'exerce dans le théâtre. Un espace symbolique, complexe, démocratiquement inquiet, absolument hétérogène. L'idée, c'est en effet qu'il y a bien identité, mais que l'identité, c'est, comme le disait Bernardi tout à l'heure, un processus et pas un état. L'identité, et en l'espèce l'identité européenne, n'est pas la mise en œuvre d'un récit commun, unifié, univoque, mais la mise en récit d'une hétérogénéité qui,
par sa richesse, constitue en retour ce qu'on peut nommer une identité partagée et diverse. Ce qui nous lie, j'espère, ce n'est pas l'affirmation de nos frontières, ce n'est pas, et on l'a vu tout à l'heure avec la question de la circulation, ce qui nous lie au fond, c'est la circulation, c'est l'interpénétration des idées et des esthétiques, c'est leur intégration à l'intérieur de notre espace symbolique commun. Ce n'est donc pas l'affirmation de nos frontières, ce n'est pas celle d'une identité civilisationnelle retranchée sur pourquoi pas la blancheur du teint, l'intolérance religieuse, la protection de nos biens, mais ce qui nous lie, c'est cette circulation, cette ouverture, cette nécessité critique, cet exercice libre des contradictions et du dissensus en paix. C'est aussi cette curiosité qui a mené l'homme à être ce qu'il est, et c'est cette manière de poser les questions plus que de les résoudre, et de lire le passé comme un élément complexe, c'est ce que nous faisons ici. Cette identité culturelle européenne pourrait ainsi être l'identité mondiale si on rêvait un peu. Commençons par l'Europe. Mais en l'espèce, et nous le constatons aussi, grâce à Anna Maria, notre identité propre est d'être absolument, définitivement ouvert à l'Europe, ouvert au monde, et résolu à occuper ce forum, notre place publique, conflictuelle, qui repose sur une perpétuelle confrontation des discours. Alors, comme c'est une introduction, mais il fallait que je la fasse en ce moment, quand on vient de France, on est obligé de dire ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais essayer de présenter assez rapidement la période qui m'est impartie, et dont on avait parlé avec Anna Maria, qui, en gros, part de ce qu'on avait évoqué à l'instant avec les deux dernières communications, c'est-à-dire d'un côté le moment baroque et de l'autre côté le XVIIe, XVIIIe, en montrant que là aussi il faut détruire un certain nombre de mythes. En particulier qu'on a tendance en France, vous le savez mieux que nous, puisque c'est devenu une sorte de doxa dans le courant du 19e et du 20e siècle européen, à considérer que le classicisme, c'est un grand moment qui a duré très très longtemps et qui a été en fait non seulement émergent, mais qui a dominé absolument le monde. C'est une attitude impérialiste qu'ont d'ailleurs les Français de manière générale et surtout les Parisiens, mais qu'il faut évidemment critiquer. D'abord, parce que les derniers éléments critiques de travail qu'on a pu faire et qu'on a pu avoir, et plus particulièrement pour le tout début du XVIIe siècle et la fin du XVIe siècle français, montrent absolument clairement, et on a une ou deux équipes, dont la mienne, qui travaillent beaucoup sur ce sujet, que le théâtre du début du XVIIe siècle et de la fin du XVIe siècle français est marqué, comme on le disait tout à l'heure et comme on l'a entendu à propos du théâtre médiéval, par l'extrême violence. En d'autres termes, la tragédie de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle est marquée par ce qui vient de se passer en Europe, c'est-à-dire, et plus particulièrement en France, c'est-à-dire une violence extrême, en particulier en France pendant 30 ans, avec les guerres de religion. Et là, on voit à partir de là, en Angleterre d'un côté, en France de l'autre, et puis pas seulement en Italie, on pourrait en parler parce que ça arrive plus tôt, mais bon, une violence extrême s'emparer des scènes, une violence représentée, figurale, non seulement du côté des mystères devenus des tragédies religieuses, mais aussi du côté du théâtre laïque. Et ça, c'est assez nouveau, puisque, de manière générale, la critique française, jusqu'on va dire, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, avait comme honte de ce moment-là parce qu'il paraissait très très anglais. Et donc, ce n'est pas du tout anglais, c'est européen. C'est-à-dire qu'on marque par l'entrée dans le XVIIe siècle le regard dans le rétroviseur, si vous voulez, de ce qui vient de se passer dans le courant du XVIe siècle. Et là, on voit dans le théâtre de quelqu'un comme Alexandre Hardy, par exemple, ou d'autres, et je pourrais être assez
assez long sur la question et je vais donc m'arrêter sur ça, mais ce qu'on voit, c'est une représentation, une figuration des violences extrêmes, non seulement dans le discours, un discours rhétorique, un discours politique et un discours poétique, mais aussi dans les gestes, mais aussi dans les représentations. On utilise même ce qu'on appelle des maîtres des secrets du Moyen-Âge, c'est-à-dire leur habitude de savoir couper les têtes sur scène, de faire des effets spéciaux et de faire du sang, etc. J'ai par exemple à vous montrer, je ne les ai pas apportées ici, mais des factures de tripiers, où on allait chez les tripiers pour avoir des tripes à montrer, hein, eh bien, qui apparaissaient comme des tripes humaines, mais néanmoins qui étaient des tripes de porc généralement. Eh bien, on a ça sur les scènes du début du XVIIe siècle. Alors après, on a essayé de retranscrire, de représenter ces violences derrière des rideaux, et puis après, peu à peu, elles ont disparu, elles sont passées dans le discours, et elles sont passées dans le discours, mais un discours qui, pour le connaître, vous le savez autant que moi, comme celui de Racine, est lui aussi d'une extrême violence, d'une extrême force dans l'exercice des passions elles-mêmes. Comme si, d'une certaine manière, on avait poétisé le corps au point de, par la question des bienséances, par la question de la régularisation du texte théâtral, par, d'une certaine manière, la prise de pouvoir des auteurs littéraires sur le théâtre même au détriment des comédiens et des effets spéciaux, mis en place quelque chose qui a été notre grande tragédie française classique, qui, en fait, est à peu près sur 10 ans, puisqu'elle va de Andromaque à Phèdre, 1667-1677. C'est ça, le classicisme français. Avant, c'est plutôt Corneille, qui n'est pas véritablement classique, j'essaierai d'en dire un mot, et après, c'est le XVIIIe siècle, et j'en parlerai aussi dans l'instant. Donc, je voulais juste préciser ça, parce que ce qui nous intéresse, enfin moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans le regard que je peux avoir sur cette période qu'on appelle aux États-Unis et en Angleterre la période early moderne, qui va donc du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, quand on prend ce regard un petit peu plus large que pile le pseudo-siècle de Louis XIV, on s'aperçoit justement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre non seulement d'une progression, mais d'un intérêt majeur à bien considérer que la tragédie dite régulière n'est absolument pas la norme dans le courant du XVIIe siècle, et que, bien au contraire, une pièce galante comme Timocrate, de Thomas Corneille, est celle qui a été le plus représentée au XVIIe siècle. J'imagine que dans cette salle, tout le monde a lu Timocrate, et c'est une petite tragédie galante, qu'on pourrait d'ailleurs mettre en musique, qui justement, est une tragédie où on se demande, mais alors, est-ce que Timocrate c'est bien un tel, mais est-ce qu'il est caché sous les traits de trucs? Est-ce qu'il aime vraiment machin? Bref, on a l'impression de lire quelque chose comme Gala, si vous voulez, mais qui fonctionne très très bien et qui est le grand succès du XVIIe siècle, plus encore que Pierre Corneille ou que Jean Racine, on a Thomas Corneille. Donc vous voyez comment, en regardant un petit peu les choses, d'abord on voit au tout début du XVIIe siècle quelque chose de très physique, de très... on parlait tout à l'heure du théâtre flamand actuel. On est dans du Yann Fabre, grosso modo. On a ça d'abord, plus, et en plus on a du Yann Fabre, plus une écriture rhétorique d'une extrême force, qui est un peu plus forte que l'écriture de Yann Fabre d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et puis de l'autre côté, on a ce courant galant, cet opéra dont on va parler tout à l'heure, cette tragédie lyrique devenue opéra, qui va renverser complètement les habitudes du XVIIIe siècle, puisqu'on ira à l'opéra et au théâtre aussi facilement, et d'ailleurs souvent dans la même soirée. Et donc vous voyez comment ici on a la mise en place de quelque chose qui n'est pas que Bérénice. Voilà. Bérénice de Racine, c'est aussi important, mais aussi exceptionnel que, en attendant
Godot de Beckett en 1953. C'est un ovni. Hein, voilà. Et en effet, dans l'écriture de Racine, ce qui est plus ce qui correspond plus au mainstream, au courant central, ce serait par exemple une pièce comme Mithridate. Voilà. Donc, vous voyez comment, ici, l'idée doit être un petit peu plus changée. Ce qui n'empêche pas, c'est comme pour Jean Monnet, qu'on a cru que le classicisme français, que la régularité de la tragédie, que les trois unités, que les bienséances étaient absolument la règle. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'a cru d'abord une partie du XVIIIe siècle emmenée par Voltaire, c'est ce qu'a cru la critique allemande de la fin du XVIIIe siècle pour pouvoir se séparer de l'influence et de l'impérialisme esthétique français. Mais c'est aussi ce à quoi avaient besoin de croire les romantiques pour se séparer de la tragédie française telle qu'elle était pratiquée. Alors, vous voyez comment, au fond, dans ce que j'essayais de dire, le classicisme français, c'est peu de choses et en même temps une énorme aura par la suite, une énorme influence par la suite, puisque c'est quelque chose qui est une idée qui a circulé. Et donc, voilà comment des fictions, ou presque des fictions, arrivent à circuler. Et on voit que le théâtre, épartant la tragédie à la ville, est par ailleurs ce qu'on peut savoir, non pas quelque chose qu'on va révérer à genoux et en silence, comme lorsqu'on va voir la Bérénice montée par Klaus Gruber. Klaus Gruber a monté Bérénice dans une sorte de système hyper silencieux parce qu'il voulait entendre le bruit de c'est ce qu'il disait aux comédiens, le bruit de la plume de Racine sur le papier. Et Gruber avait parfaitement raison, puisque ce qu'il voulait, c'est entendre l'écriture. Mais au XVIIe siècle, on n'entendait pas la plume de Racine sur le papier, puisque le spectacle, c'était un spectacle d'assemblée où